Il y a encore peu de temps, régnait autour de ce lac un vacarme infernal, mêlé de bruits de pioches et d'explosifs. Puis, le silence s'est installé. Un silence pesant pour l'Aqva. Il est synonyme de pauvreté. Lui et des milliers de chercheurs d'or et de jade ont dû lâcher leurs outils le jour où les autorités ont décidé de fermer les mines. Avant, on vivait dans des yourtes et grâce au jade et à l'or, les gens ont construit des maisons en bois. Au moment de la ruée, il y avait 6000 chercheurs d'or, tous les chômeurs de Mongolie. L'Aqva ne paye pas de mine. Il est pourtant assis sur un trésor. Mais le destin lui joue un mauvais tour. Ce sont de vrais jades. Ça doit faire dans les 12 à 16 000 euros. C'est devenu difficile pour les transporter. Les contrôles douaniers sont trop stricts. Je cache les pierres dans la cave. C'est là où on mettait la viande avant. En attendant d'avoir le droit de vendre toutes ses richesses, l'Aqva gagne sa vie en louant sa camionnette aux bergers nomades. Chaque année, ils font leur grande transhumance de printemps. Le périple est osé, sa femme est inquiète. Je termine mon pain et j'y vais. Allez, mange un peu de poisson. Non, merci. Bon, j'y vais. Tu m'accompagnes? Amène-moi mes affaires. Tu as terminé? Oui. Tu n'as rien oublié? J'emmène ma lampe torche. Au revoir, mon chéri. Bon voyage et fais attention sur la route. Ne t'inquiète pas. Afin d'économiser de l'essence, l'Aqva coupe par le lac. Mais cette année, le dégel est arrivé avec plusieurs mois d'avance. Il y a 5 jours, une voiture est tombée dans l'eau. Seulement 2 personnes sur 3 s'en sont sorties. Ce redout prématuré a entamé l'épaisse couche de 80 cm de glace. Elle peut céder à tout instant. Si on passe, tant mieux. Sinon, on fera demi-tour. L'Aqva est bien décidé à forcer le destin. Les enfants de Gengis Khan, le grand conquérant mongol, ont gardé de leur superbe. Leur courage est sans faille. En Mongolie, un habitant sur 3 est nomade. Tous vivent dans des contrées souvent hostiles. À la fin de l'hiver, les familles convoient le bétail vers de nouveaux pâturages. 4 jours de voyage à 2000 mètres d'altitude. Dans ces montagnes glacées, le thermomètre flirte souvent avec les moins 40 degrés. Le blizzard et les rivières gelées ne font pas de cadeaux aux plus faibles. Certains nomades tentent d'échapper à cette vie. Un mot, un rêve, fait briller leurs yeux pleins d'espoir, l'or. On va trouver une grosse pépite. On va devenir méga riche. L'or n'est pas la seule richesse à avoir changé le visage d'Oulan-Bator, la capitale. L'État de Cachemire ici représente plus de 7 millions d'euros. Mais souvent les rêves de nouvelle vie des nomades se terminent ici, dans les bas-fonds de la capitale. Au fur et à mesure qu'il avance sur le lac, l'Aqva a un mauvais pressentiment. Aïe, quelle route! Le vieux Mongol n'aime pas la couleur grisâtre de la glace, signe qu'elle est gorgée d'eau.
La camionnette s'enfonce. Si la glace arrive jusqu'à la moitié des portières, l'Agva ne pourra plus les ouvrir. Et son vieux 4x4 sera englouti peu à peu, se transformant ainsi en cercueil de métal. Il lui faut absolument se sortir de là. C'est difficile, car par endroits, il y a des courants qui forment des trous. Je vais aller tester l'épaisseur de la glace. Oula, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas passer, car plus loin, c'est très profond. Ses craintes se confirment. L'Agva regagne la berge. Après un grand détour, il arrive de nuit au camp de la tribu des hommes artisans, les Darkad en mongol. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez fait bonne route? Oui, ça a été. Vous êtes prêts pour la transhumance? Je vous ai amené de l'essence. Le départ est prévu pour le lendemain. Le rituel est toujours le même. Avant chaque transhumance, tout le monde se retrouve dans la yourte familiale. Il s'y compte toujours les mêmes histoires. Des mises en garde pour les plus jeunes. Minj Bayar, 60 ans, est l'une des mémoires du groupe. Mon père était éleveur. À l'époque, il amenait des troupeaux vers l'URSS. Je l'ai suivi dès mon plus jeune âge dans ses périples. Parfois, j'avais jusqu'à 1400 bêtes à faire transhumer. On en a eu des intempéries. Il nous est arrivé de perdre notre bétail. Il mourait de froid à cause des tempêtes. La nature est redoutable. Et le bétail peut mourir parce qu'on a planté notre yourte dans des lieux où il y a des mauvais esprits. Et ça arrive vraiment. Au petit matin, un drôle de son s'échappe du lac. Une lente litanie, annonciatrice de mauvaises nouvelles. Par là, ça passe. C'est très dangereux. La glace ne tient pas. Les gens qui l'ignorent disparaissent dans la faille. Quand le lac émet un son bien particulier, ça annonce l'apparition de la faille. Ici, c'est un peu difficile. Avant le grand départ, à leur risque et péril, cette femme et son mari viennent relever les filets qu'ils ont placés sous la glace. Alors, ça y est? Est-ce que je tire? On va pouvoir commencer à tirer le filet. Il est coincé. Ils vont devoir passer plus de temps que prévu sur le lac. Je le fais glisser. Vas-y, tire. La pêche est maigre et elle peut leur coûter cher. Même au bout du monde, les gardes forestiers ne sont jamais bien loin. Tu tires le filet?
Nous sommes dans une réserve naturelle. Si on se fait prendre à pêcher du poisson comme ça, on va en prison. C'est la loi. On a pêché ces 2 petits poissons aujourd'hui. Mais ça suffira à peine pour le dîner. Le campement de la tribu des Darkades se trouve à des heures de piste du premier médecin. Les poissons du lac sont bien plus que de la simple nourriture. Ce poisson est vraiment délicieux. Il contient beaucoup de principes actifs. Quand on le découpe ici, on trouve un foie blanc. Nous, on le mange pour soigner les maladies du foie et de la vésicule biliaire. C'est vraiment un poisson précieux. Éloignée de toute pollution, la région du lac Ovsgol est un écrin de pureté. L'eau est très pure. Nous transportons de la glace au campement pour la boire. Placé sur son firmament, le soleil donne le signal du départ. La transhumance va durer 4 à 5 jours. Ça va être long, ça va nous demander beaucoup d'efforts. Mais on ne peut pas rester ici. Cette année, il n'y a pas eu de neige. Moi, je pense que c'est lié au changement climatique. Il va y avoir moins d'eau, et donc après, il y aura une sécheresse. Et après la sécheresse, il y aura moins d'herbe. Et comme les animaux s'en nourrissent, ils vont être en danger. Les Darkades vont convoyer près de 250 animaux. Moutons, chèvres, yaks. Toute leur fortune est là. À part la yourte, la tribu ne possède quasiment rien. Leur vie tient dans 2 coffres. De l'argent. Dans ce coffre, nous rangeons tout ce qu'il y a d'important. Nos objets fragiles qui nous servent au quotidien. Il y a nos papiers, et on y met aussi la statuette sacrée de la famille. Ce coffre garde tout ce qu'il y a de précieux pour un homme. Le temps n'a pas de prise sur les nomades. Chacun y va de son rythme. Une fois les camionnettes chargées, les Darkades sont pris d'un doute. Au loin, leur troupeau de yaks paraît bien maigre. La moitié des yaks a disparu. Je vais me renseigner par téléphone. Leur fixe ne répond pas, ils ont dû partir en transhumance. Ce téléphone satellite est la seule concession à la modernité. Allô? Vous n'avez pas vu nos yaks tachetés de bleu? Ce téléphone revient cher. Nous avons dépensé 120 € pour l'avoir. Mais c'est pratique. Nous cherchons le troupeau en téléphonant à droite et à gauche. Mais leurs voisins ont déjà pris la route. Les yaks font rapidement de grandes distances. Mieux vaut les retrouver rapidement. Surtout quand le brouillard se lève. Il m'est déjà arrivé de me perdre, à tel point que le temps de retrouver mon chemin, je n'avais plus d'essence dans mon réservoir. Dans un tel brouillard, on n'a plus de repères. On s'égare facilement.
C'est bon de boire l'eau du lac. Et quand tu la lèches, c'est comme un bonbon sucré. On a retrouvé les yaks près du lac. La transhumance peut enfin commencer. Les camionnettes ouvrent la route. En tête du troupeau, les yaks au pas plus rapide. Ils sont suivis de près par les moutons et les chèvres. Le fusil nous sert à garder le campement, pour nous protéger des loups. Si on ne fait pas attention, ils peuvent s'attaquer au troupeau. Quatre jours de chevauchée sont nécessaires pour atteindre les nouveaux pâturages. Asa, 20 ans, ferme la marche. Dès que la fatigue se fait sentir, la jeune femme sait où trouver un fortifiant naturel, la résine de pin. Ça se mâche comme ça. C'est bon. C'est du chewing-gum naturel. La camionnette russe de l'Agva a beau avoir 35 ans, il ne l'échangerait pour rien au monde. La conduite est dangereuse sur cette pente raide. La piste est gelée et le ravin n'est pas loin. Je ne lâche pas le frein. Si on glisse, le lac va nous engloutir. Quelques kilomètres en arrière, Minj Bayar a le sourire. Le téléphone lui a apporté de bonnes nouvelles. Il paraît qu'il fait beau, qu'il n'y a pas de neige et que les pâturages sont bons. C'est bien pour les bêtes. Le chemin se rétrécit. Les bêtes paniquent. La longue ascension vers le col du Jiglik, à 2000 mètres d'altitude, promet d'être épique. Les camionnettes roulent en contrebas. Elles empruntent une route glacée. Ici, il y a une rivière, mais nous sommes obligés de passer par là. Il faut vérifier avant de traverser, car la profondeur peut atteindre 1,80 m. C'est dangereux, car on glisse, même en activant les 4 roues motrices. On peut percuter les arbres si on accélère. J'ai dû m'arrêter parce que mes roues patinent sur la glace. L'Agva, les roues patinent. Ah, comment on va faire? Recule un peu, monte là-dessus et ça va être plus facile. Il faut légèrement tourner. Oh, j'aurais dû suivre cette piste moins glacée. Attention, attention.
La voiture a glissé et s'est mise en travers. Eh oui, ça glisse. Je vais reculer un peu en tournant vers ce creux. Encore, sinon tu vas manquer d'élan. Qu'est-ce qui se passe? Le fourgon perd de l'huile. Il faut en rajouter. La panne est bien plus importante que prévu. La fuite provient de la boîte de vitesse. Il va pouvoir repartir, mais les ennuis ne font que commencer. Les animaux finissent par rattraper les camionnettes. Avec le soleil, la terre qu'on répand va se mélanger à la glace. Pour le moment, elle n'a pas encore fondu. Les animaux vont pouvoir passer. Ils vont pouvoir passer, mais pour ça, il faut absolument sabler. Sinon, ils vont se casser les sabots. Je trace la route. Je fais la piste pour les animaux. Si une bête se casse une patte, elle ralentira la transhumance. Les hommes seront alors obligés de la battre. On fait traverser les moutons et les chèvres, mais elles veulent pas marcher sur l'eau glacée. Quelle galère! C'est dur pour les petits. Je les porte, sinon ils ne passent pas seuls. La traversée des rivières gelées est toujours un moment difficile pour les hommes et les bêtes. Cet agneau s'est détaché du troupeau. Parce que les moutons ont mis du temps pour traverser la glace fondue. Il est paniqué parce qu'il s'est retrouvé tout seul. Une journée à courir derrière le troupeau. Les grands-pères sont éreintés. J'ai un peu mal au dos, mais c'est pas grave. Je souffre pas, ça ira. Et il vaut mieux, car son dos va être mis à rude épreuve. Un coup de folie s'est emparé des yaks qui transportent la yourte. Les bêtes sont devenues incontrôlables. Ça y est, je l'ai. S'ils montent trop, on n'arrive plus à les attraper. Ils vont vite, hein? Enfin, on y est arrivé. La course folle a épuisé ce yak. Il s'est effondré sous le poids de son chargement. Sa tête est coincée sous son corps. Il risque de s'étouffer. La bête est sonnée
mais elle va bien. Comme un mauvais sort, maintenant c'est un cheval qui fait des siennes. Il y a trop de mauvaise énergie. Minch Bayar, stoppe le convoi. On va monter la yourte ici. Ah, le vent commence à souffler. Les nuages arrivent. C'est pour ça qu'on installe le campement tôt aujourd'hui. Il va pas neiger maintenant, mais demain ou après-demain, il y aura de la neige. Les hommes n'ont pas droit au repos. Il faut réparer la fuite d'huile de la camionnette. Sinon, elle pourrait tomber en panne au pire moment. Je retire les boulons. Comme il y a une fuite d'huile, il faut changer le joint de culasse. On n'a pas le choix. Le moteur perd de l'huile parce que le joint est complètement déchiré. Avec seulement quelques outils, les deux hommes démontent la boîte de vitesse en un temps record. On va mettre un peu de colle et ça devrait aller. Assemble ces deux pièces. Ils n'ont pas de joint de rechange, mais ils viennent d'avoir une idée de génie. Le remplacer par de la toile de jute. Ah, il ne faut pas que je la lâche. Fais attention, t'écrases pas les doigts. La boîte de vitesse, mécanique de précision, est remise en place à la force des bras. On va lui poser sur le ventre. Tu arrives à te glisser? Moi, avec ça sur le ventre, j'y arriverai pas. Je vais me glisser dessous, c'est plus facile. Et je vais me mettre dans l'autre sens. Tu vas t'épuiser. Je me suis déjà planté 2 fois la boîte de vitesse dans le ventre. Ah oui, ça arrive souvent, ça. Il va pas tomber le moteur. Mais non. Ça y est, c'est bon. Asa prépare le repas de toute la famille. De temps en temps, elle se prend à rêver d'une autre vie, d'un monde qu'elle ne connaît pas. La ville. Je ne suis jamais allée à Ulaanbaatar. Mais j'aimerais bien. Pour voir comment est faite une ville. J'enverrai sûrement mon enfant faire des études. Je ne veux pas qu'il soit éleveur. C'est trop dur. À 1000 km de là, se dresse Ulaanbaatar, la capitale. Le tiers de la population mongole vit ici, soit 1 million d'habitants. En quelques années, la vieille ville est devenue une cité moderne, grâce à la découverte d'immenses gisements de cuivre, d'or et de pétrole. Ici, les habits et les bottes en peau ont laissé place à un style plus occidental. Depuis une dizaine d'années, une nouvelle élite vit dans l'opulence. Bartassar est l'un des hommes les plus riches de Mongolie. Sa fortune avoisine le demi-milliard de dollars. Il la doit à la laine précieuse. Notre usine réceptionne le cachemire que les nomades ont collecté. Là, c'est du cachemire qui vient de la région du lac Ovsgol. La laine est achetée une bouchée de pain aux nomades. 5 € le kilo. Mais il rapporte gros.
L'État de Cachemire ici représente plus de 7 millions d'euros. Chaque année, nous récoltons 7000 tonnes de cachemire, qui viennent de 22 millions de chèvres. Touchez-moi ça. Si vous avez des enfants, vous verrez que c'est aussi doux que les fesses d'un nouveau-né. Beaucoup d'ouvrières sont d'anciennes nomades. Elles gagnent en un mois ce qu'elles touchaient en un an dans la steppe. Combien est payée une ouvrière? Environ 300 euros par mois. Certains pulls sont encore fabriqués à l'ancienne. Le coût de fabrication d'un pull varie en fonction du modèle. En moyenne, il faut compter entre 25 et 40 euros. Bartassar revend ses pulls à l'exportation jusqu'à 10 fois plus cher. L'homme ne compte pas s'arrêter là. Il a prévu de doubler sa production en passant de 22 à 40 millions de chèvres. Cela va lui prendre un peu de temps. Il y a 5 ans, les grands froids ont décimé les troupeaux. Les conséquences ont été dramatiques pour des milliers de nomades. Ruinés, ils ont échoué dans ce coin de banlieue insalubre de la capitale. 350 000 éleveurs survivent ici, dans la plus extrême pauvreté. Shingargal habite une yourte plantée sur ce terrain vague. Abandonnée par son père, la petite fille vit ici avec sa mère au chômage et ses nombreux frères et sœurs. Nous avons beaucoup de problèmes pour vivre. Vivre à la campagne ou à la ville, c'est la même galère. Je serais contente si mes 6 enfants allaient à l'école. C'est la seule chose qui me rendrait heureuse. Un rêve inaccessible. Mais la petite fille est débrouillarde. Dans son quartier, il n'y a pas d'eau courante. Alors elle s'est improvisée vendeuse d'eau. Elle livre ses bidons chaque matin. Un parcours de plusieurs kilomètres, lourdement chargé. Combien gagnes-tu par course? 20 centimes d'euros. Et tu le fais combien de fois par jour? 2 fois, parfois 3. Comme Shingargal, en Mongolie, 100 000 enfants sont contraints de travailler tous les jours. Les plus défavorisés échouent dans l'une des immenses décharges de la capitale. Ils trient les déchets, comme le plastique, les canettes, la ferraille, et les revendent ensuite aux entreprises de recyclage. Tu n'es pas fatigué? Non, ça va. Je travaille tous les jours. Tu as faim? Tu n'as pas froid? Non, ça va. Il fait pas très froid. Je mets les bouteilles dans un sac pour les vendre. 1 kilo de plastique me rapporte 25 centimes d'euros. Les bouteilles, elles, 12 centimes le kilo. À la fin de la journée, je gagne à peu près 4 euros. En abandonnant leur existence de nomades, toutes ces familles rêvaient d'une vie meilleure pour leurs enfants. Certes, la vie est rude dans les montagnes du Grand Nord, mais Minj Bayar et sa famille sont libres, en communion avec la nature, paisibles, ou presque. Au 4e jour de transhumance, le ciel s'assombrit brusquement. La température passe de 10
à moins 10 degrés en quelques minutes. Le blizzard surprend tout le monde. Les hommes pressent les bêtes vers une petite colline afin de les mettre à l'abri du vent glacial. Cette fois-ci, les bergers n'ont pas eu le temps de mettre beaucoup de sable. La bande de terre est fine. Certains animaux se blessent. Ce yak a cassé sa corne. Faut lui remettre. C'est à cause de la bousculade. Il a été obligé de reculer. Faut la réenfiler. Ouais. Il ne saigne pas beaucoup. La cassure n'est pas trop près de la tête. Heureusement, ça aurait pu le tuer sinon. On va cautériser et lui faire un bandage. On lui mettra un médicament qui stoppera le saignement. On fera ça après avoir monté le camp. Sur l'autre rive, Asa est en difficulté. Elle n'arrive plus à faire avancer les bêtes. Les hommes viennent à sa rescousse. Les moutons ne veulent pas traverser. C'est pour ça que je traîne une chèvre, pour qu'ils la suivent. Sinon, ils ont peur. Le vent redouble d'intensité. Faut qu'on se dépêche, sinon on n'arrivera pas à monter la yourte avec la tempête. Nom de Dieu, elle glisse. Quelques heures plus tard, la colère du ciel s'apaise. Cette herbe jaune bien grasse signe la fin du voyage, la fin de la transhumance. La tribu des Darkades est de retour sur cette terre. Les bêtes vont pouvoir reprendre des forces. On va décharger et monter la yourte ici. À peine arrivés, ces deux-là se remettent en selle. On va chercher de l'or pour se faire de l'argent. Au revoir. Bonne route et soyez prudents. Portez-vous bien. L'aventure est totale pour Bayarkou et Nyamka. C'est la première fois qu'ils partent chercher de l'or. Ils ne savent pas comment s'y prendre, mais ils veulent tenter leur chance. Aujourd'hui, on va faire une vingtaine de kilomètres. On va passer une nuit dehors. J'espère qu'on n'aura pas trop de neige sur la route. D'anciens mineurs leur ont indiqué le chemin. Les mines se trouvent à 2 jours de cheval, au bout d'un long ruban bleu. Mais Dame Nature leur a joué un mauvais tour. Pendant l'hiver, le paysage a changé. J'ai pris le mauvais sentier. Les 2 hommes sont perdus dans la taïga.
On s'est trompé de chemin. Du coup, on va essayer par là. Je ne suis jamais allé chercher de l'or, mais je sais ce que c'est. C'est un truc jaune. Il paraît qu'il y a déjà des gens là-bas. J'espère qu'ils ne sont pas devenus fous à cause de l'or. Au deuxième jour, les mines ne sont toujours pas en vue. Ils ont pourtant trouvé le fameux ruban bleu. En fin de journée, une baraque émerge au loin. Il y a des gens là-bas. On va essayer par là. Au bord de la rivière asséchée, non pas des hommes, mais des chercheuses d'or. Elles sont 3, seules, à l'écart du monde depuis des mois. Leurs maris sont restés avec les troupeaux. On vous a apporté une bouteille pour vous souhaiter bonne chance. Allez, buvez. Le premier verre est réservé aux esprits de la montagne. Que Dame Nature nous donne un peu de sa richesse. Que vous trouviez beaucoup d'or. Que vos portefeuilles soient épais. Je veux absolument trouver de l'or. L'or doit être là-dedans. Mais on ne le voit pas encore. On le verra quand on lavera la terre. Il vaut mieux prendre les pierres marron. Elles donnent plus d'or que les jaunes. Dans les jaunes, il n'y a pas grand-chose d'habitude. On m'a dit que vous trouviez des pépites de la taille d'un ravioli. Alors, t'en trouves de l'or? Sors-nous un petit bout. Il faut que tu trouves quand même de l'or pour offrir une bague à ta femme. Bah, j'espère bien. On va trouver une grosse pépite. On va devenir méga riche. Ça fait 10 ans que je viens ici. C'est souvent par là que je cherche. Les gens sans travail, comme nous, on est obligé de faire ça. Eh oui, les jeunes n'ont pas de boulot. On est la génération abandonnée depuis la fin du communisme. On ne touche rien pour vivre. Il faut bien gagner de l'argent. Chercher de l'or dans ce pays de terre glacée est un travail de titan. Harassant. Le gel rend la terre aussi dure que le béton. Mais les femmes ont une technique. On met le feu dans la terre pour qu'elle dégèle. On laisse brûler toute la nuit. Et demain, on récupère la partie dégelée. Au camp des nomades, les hommes s'occupent des installations. L'Agva remet en état la bergerie dont le toit a souffert pendant l'hiver. Ce soir, les moutons pourront dormir à l'abri. Sinon, ils auront froid et les petits peuvent même avoir les sabots qui gèlent.
Après le repos des bêtes, celui des hommes. Demain, Lagva rentre chez lui. C'est son dernier repas avec les nomades. Pour fêter la fin de la transhumance, ils ont prévu un mets dont ils raffolent, la tête de mouton. Avec les nomades, Lagva n'a gagné que quelques billets. En repartant, défile devant ses yeux un rêve. Celui d'avoir enfin le droit de vendre ses pierres de jade et de devenir riche. Le feu a brûlé toute la nuit chez les chercheurs d'or. Réchauffée, la terre se laisse enfin éventrer. Même si on est fatigué, on doit travailler. C'est la vie. On est habitué au travail à la dure. Il faut maintenant dissoudre les cailloux dans l'eau glacée. Bayarkou et Nyamka ne s'attendaient pas à un travail aussi épuisant. On va voir ce qu'il y a là. Même s'il y avait un petit grain, je serais contente. Il n'y a rien là-dedans. Regarde. Oh, regarde, il y a de l'or. Ça brille. Ouais, il y a 5 petits grains d'or. Non, 6. Autant dire presque rien. Aujourd'hui, on a trouvé 0,3 grammes d'or. C'est pas terrible. D'habitude, on trouve 0,8 ou 0,9 grammes. En fin de journée, les femmes font les comptes de la semaine. J'ai environ 1 gramme. Ça m'a demandé entre 4 et 5 jours de travail, vous vous rendez compte? On partage l'argent, puisque tout le monde a travaillé. 1 gramme d'or en 4 jours. C'est à peine quelques euros pour chacun. Les rêves de fortune de Bayarkou et Nyamka se sont évaporés. Leur carrière de chercheur d'or s'arrêtera là.